Deuxième étape de notre odyssée cantalienne, le pays de Salers, pardon, de Salaire, car ici, on ne prononce pas le S final. Sur le flanc ouest du massif cantalien, Salaire est l'un des plus beaux villages de France. Chaque année, 400 000 visiteurs se pressent pour admirer ses toits de lauze et ses maisons construites en pierre de lave. Sophie Martin est une amoureuse du pays de Salaire. Elle ne se lasse pas de faire découvrir aux visiteurs de passage les trésors de sa région. Au pied de l'église du XIIIe siècle, l'attend Sylvie Ganry de l'Office du tourisme de Salaire. Salut Sophie, ça va? Oui. Toi, tu vas bien? Oui, tu viens faire une petite balade dans Salaire? Volontiers. Au Moyen-Âge, 4 portes permettaient l'accès à la ville fortifiée. Seules 2 sont encore visibles aujourd'hui. La plus spectaculaire, c'est la porte du Beffroi. Elle protégeait les habitants contre les routiers, ces bandits qui terrorisaient les campagnes pendant la guerre de 100 ans. Nous voici dans la porte du Beffroi. Cette porte, elle a été édifiée au XVe siècle, lors de la fortification de la cité. Et cette cloche qu'on voit au sommet du Beffroi, là-haut, est-ce qu'elle est symbolique pour Salaire? Oui, elle est très symbolique, puisque donc, cette cloche, elle date de 1509. Et c'est en 1508 et 1509 que les habitants de Salaire ont obtenu le droit de se réunir et d'élire parmi eux 3 consuls chargés des affaires de la ville. Et bien sûr, ils se libéraient de l'emprise du seigneur. En passant sous le Beffroi, on accède directement à la place principale, un bijou de l'architecture Renaissance, avec ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles. Ils sont les témoins de l'époque où Salaire était un poumon économique et un haut lieu de la justice royale. Sur cette place, on a bien sûr cet ensemble de maisons à tour et tourelle, un véritable décor Renaissance. Il ne faut pas oublier que Salaire a été le siège du bailliage des Hautes Montagnes d'Auvergne. Et qu'est-ce que c'était que ce bailliage? C'était un tribunal royal et un centre de collecte d'impôts et taxes. Bon, bien sûr, localement, on a vu beaucoup d'officiers, de magistrats qui ont occupé ces belles maisons. Et bien sûr, ces tours et tourelles étaient un signe extérieur de richesse. La richesse de Salaire, c'est aussi cette multitude de petits détails qui s'offriront à vous le temps d'une flânerie dans ces ruelles. Vos pas vous mèneront inévitablement sur l'esplanade de Barouze, les anciens remparts de la cité. On domine 3 vallées ici. On a ces remparts, côté défensif bien sûr, une situation idéale pour que les habitants se protègent de l'ennemi potentiel. Et notamment une bataille durant les guerres de religion dont on reparle souvent. Oui, si les gens parlent de cette histoire, c'est l'anecdote du coin, comme quoi une femme avait lavé le linge et elle aurait vu monter les armées par la vallée. Elle a donné l'alerte et c'est comme ça que Salaire a pu être sauvé. Les armées ennemies ont déserté la vallée. La campagne est aujourd'hui le territoire de la race de vaches mythique du Cantal, la Salaire. Dans les champs, vous n'aurez pas de mal à l'identifier. On dit même qu'elles sont les petites taches de rousseur de l'Auvergne. Sophie va à la rencontre de Daniel Tiravi, qui élève une centaine de vaches salaires. Bonjour Daniel. Bonjour. Je ne sais pas si vos vaches veulent qu'on se dise bonjour. C'est Fontaine et les enfants. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors Daniel, quelles sont les caractéristiques de cette race Salaire? Donc on est vraiment dans le berceau de la race. Donc une vache avec un poil à cajou, plus ou moins clair par rapport à certaines vaches. Des vaches avec des cornes en forme de lyre et puis des fronts larges. Voilà, aussi bien là, et puis des nez courts de l'œil au museau. Une vache rustique et douce, élevée pour sa viande exceptionnelle, mais aussi pour son lait. La particularité de la Salaire, c'est qu'elle n'accepte d'être traite qu'en présence de son veau. Son lait a la saveur des prairies cantaliennes. Daniel, une petite question aussi sur le lait, le goût du lait. Ça provient essentiellement de la qualité des alpages qu'on a ici. Oui, les feuilles qu'on voit au sol, donc des boutons d'or, du trèfle blanc, c'est ce qui donne vraiment le parfum, le goût du Cantal. Comment parler du Cantal sans parler de fromage? Bleu d'Auvergne, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert et bien sûr le plus célèbre d'entre eux, le Cantal. C'est un peu le doyen des fromages français. Il y a 2000 ans,
les Romains appréciaient déjà son goût et son caractère unique. Pour nous en révéler les secrets, Sophie a rendez-vous avec Dominique Varlet, maître affineur, dans la plus vaste cave de Salers. Ah Sophie, ça fait Hey, plaisir de te Domi. voir. J'étais dans le coin et j'ai senti une bonne petite odeur de lait de Cantal. Est-ce que tu pourrais me faire une petite dégustation? Oh ben oui, il n'y a pas de souci, on va aller voir ça. Merci. Allez. Ici, sur 120 mètres carrés, reposent près de 1000 fromages à différents stades de maturation. Alors voilà Sophie, la cave, je t'ai jamais rentré là non plus. Non. Moi, je vais commencer par le Cantal et après on regarde tous les salaires. Voilà, donc on va commencer par le Cantal. C'est un fromage à pâte pressée, il est pressé 2 fois. Une fois, on caille le lait et on va obtenir une tome. Et cette tome, c'est pour faire l'aligot et les truffades. Voilà. Et cette tome, une fois qu'elle est bien maturée, on va la rebroyer et la represser dans un moule. Et on va refaire la forme du Cantal. Et il faut plus de 48 heures pour faire un fromage. D'accord. Alors, une forme comme ça pèse combien? Ça pèse 40 kilos et il faut 400 litres de lait pour faire un fromage comme ça. Donc Sophie, ben ça je vais te le faire goûter et tu me diras après ce qui t'intéresse. Super. Voilà. Donc là, c'est un fromage qui a 5 mois d'âge. C'est un fromage qu'on dit Cantal entre deux. C'est le plus vendu aussi dans l'appellation. Il est très crémeux. Ouais, ça te plaît, ça? Ah oui, c'est délicieux. Ouais, ce fromage là qui a un peu de goût. Mais je vais te faire goûter les autres. L'autre appellation, c'est le Salers. Dans sa cave, Dominique affine 90% des fourmes produites dans la région. Le Salers est un concentré du terroir cantalien et de la diversité de ses pâturages. Alors Sophie, et bon, là on va passer au Salers. Et là on va passer sur du fromage fermier. Le Salers est une appellation exclusivement fermière. Donc je vais te faire goûter et tu me diras ta critique. Ouais, ça se voit. Hein. Il est beaucoup plus corsé et on sent les prairies Tout à fait, avec c'est ça. de la gentiane, des fleurs, enfin les herbages du Cantal, des C'est tout à montagnes. fait ça. Et la gentiane, ça a une grosse note d'amertume quand même et on la sent à travers ses arômes. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Attends, le Salers, on sent l'amertume, il nous en faut une. Parce que c'est pas considéré comme un défaut, c'est bien une qualité du fromage. Chaque producteur, il y a un tour de main et une prairie qui change. D'accord. Voilà. Bon alors Dominique, comment on fait pour reconnaître un bon salaire? Ouais, si on goûte pas le fromage, mais on ne peut pas savoir s'il nous convient ou pas. Donc Ouais, il faut toujours déguster avant. venir chez toi le goûter alors. Tout à fait. Tu viens quand tu veux. Vous aussi venez déguster les fromages de Dominique dans son impressionnante cave d'affinage. Nous quittons la vallée pour grimper sur les hauteurs du massif cantalien. À 1783 mètres d'altitude, la brume laisse apparaître une pyramide de verdure. C'est le Puy-Marie, le plus majestueux des monts du Cantal. À ses pieds, Sophie rencontre Arnaud Dardon, géologue. Bonjour Arnaud. On se rend compte dans des conditions extrêmes. Oui, mais bon, tu vois, la vue est dégagée. On a une belle vue là sur la vallée du Mars, le roc d'Auzière. Et on est au pied du Puy-Marie, donc je te propose de faire l'ascension pour pas avoir trop froid. On y va? On y va. L'ascension va durer une trentaine de minutes. Sur les pentes du Puy-Marie, vous comprendrez comment s'est formé le massif cantalien. Arnaud, parle-moi un peu plus en détail de ce Puy-Marie. Alors le Puy-Marie, c'est l'un des plus beaux sommets du massif cantalien. C'est l'un des nombreux points de sortie du massif du Cantal. Il faut savoir que le volcan du Cantal, c'est un grand édifice avec plein de points de sortie et le Puy-Marie est l'un de ses plus beaux. Et c'est vraiment une vieille montagne, hein. Comme le massif cantalien, on est autour de plusieurs millions d'années. Lui, il s'est mis en place il y a à peu près 6 millions d'années. À cette époque, le massif cantalien avait un aspect bien différent, surmonté d'un cratère géant, culminant à près de 4000 mètres d'altitude. Un cratère qui s'est effondré sous l'action de gigantesques glissements de terrain. Alors c'est un curieux volcan sans cratère. Le cratère, il y en a eu un au niveau du massif cantalien, mais il y a très longtemps, il était au-dessus de nous. Aujourd'hui, le cratère, on ne le voit plus du tout. L'intrigue de mon fils, c'est est-ce que les volcans du Cantal vont se réveiller un jour? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Le massif cantalien, les dernières éruptions, elles datent d'environ 3 millions d'années. Donc on peut considérer que c'est un volcan vraiment
éteint. Un volcan éteint qui éveillera chez vous de puissantes émotions. Au sommet, c'est tout le Cantal qui se déroule sous vos yeux. Un paysage grandiose, forgé par le feu et la glace. On peut vraiment comprendre le Cantal, le volcan du Cantal à partir du Puy-Mary. Ces creusements sont liés en fait, au départ des glaciers. Et aujourd'hui, ce que l'on voit du travail des glaciers, ce sont ces belles vallées en cuvette qui partent vraiment comme ça en étoiles de part et d'autre du Puy-Mary. On ressent de la liberté, de l'émerveillement et être un peu au sommet du bout du monde. Et ça frappe tous les visiteurs, je crois. Le Cantal ne laisse jamais indifférent, je crois. Il faut déjà redescendre, car Sophie est attendue pour découvrir un autre monument, construit par l'homme celui-là. À une trentaine de kilomètres au sud de Salers, à l'extrémité du joli village de Tournemire, la silhouette sombre et martiale du château d'Anjony se dévoile. Sophie va à la rencontre du marquis d'Anjony, le descendant du bâtisseur de cette forteresse. Bonsoir Sophie, Bonjour monsieur le marquis, vous allez bien? ça va et vous? Depuis qu'on ne s'est pas vu? Oui, j'ai toujours autant de plaisir à venir voir votre demeure, mi-romantique, mi-militaire, qui me plaît beaucoup. Voilà. Plutôt militaire quand même, parce qu'il a été fait pour ça. Notre aïeul Louis, qui l'a construit vers 1430, il était chargé de faire régner l'ordre dans la petite région dans laquelle on est, comme un préfet, si vous voulez. Il a choisi un plan qui est un plan tout à fait typique de l'époque, c'est-à-dire 4 tours avec un corps de logis central. Maintenant que vous savez tout, on va visiter? Très bien. La famille d'Anjony, soutenue par le roi de France, bâtit cette forteresse sur le territoire même d'une vieille lignée féodale, les Tournemire. Entre les deux familles, pourtant unies par le sang, le temps va rapidement tourner à l'orage. Les Anjony s'imposent comme la nouvelle puissance de la région, ce que les Tournemire voient d'un très mauvais œil. Ils ont construit le château, qui est quand même un château fort, sous le nez de leur cousin, qui était à 100 mètres à peine. D'où la fameuse histoire sanglante des Tournemire et des Anjony. Voilà, c'est ça. Il y avait trop de puissances rivales sur le même site. Et il est arrivé, devait arriver, vendetta entre les deux familles, qui s'est poursuivie pendant 2 siècles. Mais à la manière de l'époque. Oui, Pas d'huissier, pas de huissier. du direct. On peut imaginer quand Voilà. on voit les armes du château, on se faisait pas de cadeaux. Alors, il y a eu plusieurs fois des duels entre les deux familles sur la place de l'église. Il y en a même un, une fois que c'est terminé, sur les marches de l'hôtel de l'église. À la fin du combat, il y en a peu qui sont rentrés en bon état. Alors, beaucoup de morts, puis les autres étaient en pièces détachées un peu. Pour marquer encore un peu plus leur puissance, mais aussi pour égayer l'austère forteresse, les Anjony font décorer les murs du château. Les fresques les plus spectaculaires se trouvent dans la grande salle de réception. Elles datent de la moitié du XVIe siècle. Nous voilà dans la salle des preux, un des joyaux de ce château. Le décor de cette pièce illustre la légende des preux. La légende des preux est une très ancienne légende du Haut Moyen-Âge qui met en scène toujours les 9 mêmes personnages. Vous avez 3 chrétiens, prenons par exemple Charlemagne, vous avez 3 païens, prenons Alexandre, l'empereur des Perses, ou Hector de Troie, et enfin 3 juifs. Le roi David, que vous voyez juste derrière moi. Mais ce qui est curieux, c'est que vous parlez de 9 preux, et moi, quand je balaye la salle, j'en compte que 8. Il en manque effectivement un, qui est Jules César. Jules César était à la place de cette fenêtre. Il a disparu pour améliorer l'éclairage de cette pièce. Il a été défenestré. D'accord. Pour terminer la visite, ne manquez pas la minuscule chapelle privée. Voilà la chapelle. Waouh, sublime. Des murs à la voûte gothique, elle est entièrement décorée de peintures représentant des scènes de la Passion du Christ. La finesse de ces fresques contraste avec l'aspect massif du château d'Anjony, un monument qui vous réservera bien des surprises.